Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 24e review consacrée à l'anime Dai-no Daiboken. Cet épisode intitulé Baran, le maître chevalier dragon a été diffusé le 20 mars 2021 et nous présente la confrontation entre Dai et le terrible légat des dragons. Tout comme l'épisode précédent, il sera riche en révélations sur les origines de Dai et va constituer un des piliers du scénario de l'aventure. Cet épisode adapte des chapitres 82 jusqu'à la moitié du 86 du manga et couvre l'épisode 43 jusqu'à la première moitié de l'épisode 45 de l'anime de 1991. Nous sommes quasiment à la fin de la première adaptation et nous avons vraiment hâte d'attaquer le contenu inédit de cette nouvelle mouture. La réalisation de cet épisode a une nouvelle fois été confiée au duo Hideaki Oba et Nobuyoshi Yamasaki, respectivement réalisateur et directeur de l'animation des épisodes 8 et 16. Une bonne partie des animateurs de ces épisodes ont donc naturellement participé au 24. Certains sont même promus animateurs clés alors qu'ils n'étaient qu'intervallistes au 8ème. Comme à son habitude, Oba n'a pas dessiné les storyboards, et cette fois-ci, c'est le réalisateur de Trigun, Satoshi Nishimura, qui s'en est occupé. Il signe ainsi son second épisode après le 17. Sur cet épisode, Shuichiro Manabe, le superviseur des actions, a voulu se faire plaisir et s'est impliqué personnellement sur une scène clé, le Giga Break du terrible Baran. Il est à présent temps d'analyser ce 24e épisode et nous pourrons constater qu'il dispose de nombreuses qualités, mais aussi de quelques sources de frustration. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que Yunkel parcourt le royaume de Karl avec le soldat qu'il avait rencontré lors de l'épisode précédent. Dans le manga, il n'y a pas de coupure entre ces deux passages. Toute la partie avec Yunkel est comptée d'une traite. Et c'était aussi le cas dans l'ancienne adaptation, dans laquelle notre beau gosse immortel avait d'ailleurs une classe terrible, les cheveux au vent tel un poney fringant. Les décors de cette version étaient aseptisés. Dans le manga, le royaume avait vraiment été dévasté, et des cadavres et des armes au sol témoignaient de la rudesse de la bataille. Ceci étant dit, le passage reste très réussi avec de très beaux plans présentant la ville dans un état pitoyable. Toujours dans le manga, Yunkel se disait que si le jeune soldat savait qu'il était un ancien légat, il le maudirait à coup sûr. C'est dommage d'avoir retiré sa réflexion car cela met sous silence sa lutte pour expier son passé. Le survivant nous conte la tragédie. Son frère, le meilleur chevalier de Karl, Hawkins, s'est vaillamment battu contre l'armée des dragons, mais fut vaincu sans difficulté par leur terrible maître, Baran. D'ailleurs, dans l'ancienne adaptation, le bretteur de Karl était davantage présenté comme un leader, et on le voyait aussi se battre contre un dragon. A l'origine, les échanges de coups entre Hawkins et Baran ne prenaient qu'une seule case, et l'affrontement a été adapté ici pour le faire durer plus longtemps. L'animation est propre et rend hommage aux compétences du chevalier. Les planches suivantes sont bien reprises, laissant un semblant de suspense sur les compétences de Baran en choisissant de cacher son front. Le coup spécial a d'ailleurs été censuré, la perforation donnait lieu à l'origine à une profusion de sang. De plus, la planche dans laquelle Baran surplombait le corps inanimé de son adversaire a aussi été modifiée. C'est un peu dommage car elle le présentait vraiment comme un combattant sans pitié. Autre changement dans cette adaptation, Yunkel utilise son aura pour faire sortir le corps des décombres, tandis que dans le manga, il se contente d'utiliser ses petits bras. Il y trouve alors la marque de l'insigne du dragon sur le torse perforé du cadavre. A l'origine, Yunkel se retourne en indiquant que Dai court un grand danger. Un détail peut-être, mais cela participe à un travail de mise en scène qui n'a pas été appliqué ici. Nous retrouvons Dai face à Baran qui lui explique la nature d'un chevalier dragon, à savoir un être créé par 3 dieux, respectivement celui des humains, des dragons et des démons. Ils lui ont conféré plusieurs caractéristiques faisant de lui un être surpuissant. Il détient ainsi la magie des démons, la force des dragons et le cœur des humains. Sa mission est d'établir l'équilibre entre les races. Ainsi, si l'un des peuples cherchait à asseoir sa domination, sa mission sera de le punir et de l'éliminer. La scène est d'ailleurs ponctuée de plusieurs plans fixes, et les rares animations sont assez rudimentaires. La colorimétrie choisie permet cependant de donner un ton adéquat pour une légende, et on retrouve l'ambiance du manga, tandis que l'ancienne adaptation était plus anecdotique dans les choix opérés. Baran demande alors à Dai de se joindre à lui et de jurer fidélité à Vern. Notre jeune héros ne peut pas s'allier avec les assassins de son maître, et réplique avec un avance trash dont il y aurait beaucoup à dire. En effet, bien que la pose initiale du mouvement ait été bien retranscrite, la disposition du corps est assez étrange lorsque Dai charge son coup. Aurait-il des problèmes de désarticulation ? De plus, lorsque Dai envoie son coup, celui-ci semble entraîner son corps vers l'arrière dans cette adaptation, tandis que dans le manga, c'est le contraire. Il se précipite vers l'avant lorsqu'il l'envoie. Bref, l'exécution de cette attaque signature n'est pas très fidèle et nous serions curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Le coup ne fait qu'entailler le plastron de Baran qui ne recule pas d'un iota, laissant Dai à sa merci. L'ancienne adaptation proposait une mise en scène avec davantage de suspense sur les effets de son attaque.
Nous y reviendrons, mais c'est l'un des points faibles de cet épisode. Étant donné qu'il reprend pas mal de chapitres, le sentiment de tension a du mal à s'installer. Et un des moments que nous attendions arrive enfin, à savoir l'adaptation de la première planche durant laquelle Baran révèle son insigne, et le dessin est absolument superbe. Nous ne pouvons qu'être comblés du résultat. C'est magnifique, et sans conteste l'une des grandes réussites de cet épisode. Dai se fait éjecter du temple, et tombe devant le reste de l'équipe, puis Baran débarque en mode Big Boss, les bras croisés avec une colonne de lumière derrière lui. Ça c'est de l'entrée en scène, le chevalier du dragon seigneur impose le respect. Et c'était pas mal du tout aussi dans l'ancienne adaptation. Quelle prestance monsieur Baran, bravo, vous êtes engagé. Le thème de l'exclusion est de nouveau abordé dans cet épisode, et Baran indique que Dai finira par être rejeté par les humains pour sa différence. Cela fait évidemment tout de suite écho dans l'esprit du jeune garçon qui a vécu cette ingratitude et de rejet dans l'épisode précédent. C'est assez rapide dans cette nouvelle monture, et il est dommage que ces échanges ne laissent pas davantage de place à des moments de silence et d'introspection qui auraient permis de créer une ambiance plus pesante. Et patatrac, Pop intervient et lance un béthane sur Baran, tandis que Leona soigne Dai avec un Beoma. L'effet de changement de gravité est toujours aussi bien retranscrit, c'est un excellent travail de la part de l'équipe de cet épisode. Ça n'est malheureusement pas très efficace contre Baran qui continue d'avancer tranquillement malgré la puissance de ce sort. Dans l'ancienne adaptation c'était moins fidèle, mais ça avait quand même une sacrée gueule. Pop léviportait au-dessus de Baran et prenait son temps pour charger son coup, qui ressemblait d'ailleurs davantage à un Final Flash qu'à un sort de gravité. La prise de vue aérienne permettait de vraiment bien apprécier la scène, et les mouvements d'eau permettaient d'observer toute sa puissance. Baran fait appel à la puissance de son insigne et rompt la magie avec une facilité déconcertante, en faisant littéralement imploser le sort de Pop. On garde quand même une petite pensée pour les canards du lac qui ont été ajoutés à cette adaptation, qui ont dû être éjectés par la même occasion. On espère juste qu'ils se sont envolés avant. Encore une fois, les dessins sont vraiment fidèles, et Sho Ayami dans son rôle de Baran est en pleine forme. Ce passage fait donc honneur aux nombreuses planches d'un chapitre qui aura probablement marqué un bon nombre d'entre nous. Quel pied! Le cratère créé autour de Baran montre que Pop n'a pas à rougir de sa prestation, mais décidément le chevalier du dragon est vraiment trop puissant. Il profite alors de ce moment pour nous faire part de la terrible révélation de cet épisode. Il est le père de Dai dont le vrai nom s'avère être Dino. Bien que l'équipe ne puisse se résoudre à accepter cette filiation, le fait que Baran et Dino partagent cet insigne et qu'il ne puisse normalement n'y avoir qu'un seul chevalier du dragon par génération sonne comme une preuve dans leur esprit. Il est d'ailleurs intéressant de constater que le regard de Baran change radicalement quand Leona fait allusion à la mère de Dai. On passe ainsi d'un regard froid à un regard plus humain. Cette subtilité était aussi présente dans le manga, et cela fait plaisir de voir qu'elle a été reprise par l'équipe de cet épisode. Toutefois, on pourra regretter un rythme trop rapide qui empêche de créer des moments de silence appréciables dans ce type de situation. Suite à cette révélation fondamentale, nous passons sans transition aux commentaires de l'armée du mal, avec notamment un Killvern provoquant sans vergogne Adlar. On appréciera une nouvelle fois la colorimétrie des lieux, là où l'ancienne adaptation paraissait bien trop colorée pour un endroit aussi lugubre. La musique accompagnant Vern, et qui est probablement son thème attitré, est vraiment une belle réussite. On constate que le jeu d'acteur de Takaya Hayashi, qui incarne l'empereur du mal, ressemble grandement à ce que pouvait donner Kenji Utsumi dans l'ancienne série. Le sinistre faucheur se targue d'avoir été l'instigateur de cette réunion de famille, bien que le roi du mal ait tout fait pour l'en empêcher. Lorsque Vern apparaît, il insiste d'ailleurs sur le fait que Adlar devait probablement être au courant et qu'il a caché cette information à l'empereur. Ici, le roi du mal se contente de dire dans sa tête « maudit soit-il », tandis que dans le manga, il se justifie à haute voix devant Vern en lui disant qu'il n'aurait jamais imaginé que cela puisse être le cas. Killvern se régalait alors de voir le roi du mal se débattre de cette façon. Killvern continue alors son petit jeu en indiquant que si Baran réussissait à convaincre Dai, il mériterait une récompense, ce que Vern confirme. Dans de telles circonstances, le légat des dragons remplacera Adlar. La réaction du commandant face à cette annonce est assez fidèle dans cette adaptation, tandis que dans l'anime de 91 elle était assez exagérée, dans la plus pure tradition des mises en scène de cette époque. De retour sur le champ de bataille, Dai refuse de s'associer à Baran et d'accepter sa filiation. Et bien qu'il soit son fils, Baran l'exécutera s'il ne l'accompagne pas. Alors qu'il prépare un nouvel Avance Trash et après avoir seulement vu la technique une seule fois, Baran est capable de lui expliquer en détail l'exécution de cette technique. Dai comprend ainsi la différence d'expérience qui les sépare et fait appel à son pouvoir caché. Les plans choisis dans cet épisode sont complètement différents de ceux du manga. Ainsi, un plan en contre-plongée a été choisi lorsque son aura se matérialise. Dans le manga, nous avions droit à un choix plus classique. De même, nous ne voyons ici qu'une partie de son visage quand l'insigne apparaît sur son front, là où dans le manga il était entièrement visible. Dai réalise alors un Raiden Strash de toute beauté, avec une animation fluide et des dessins très réussis. Contrairement à son Raiden Strash de l'épisode 13 contre Yunkel, nous avons ici une sensation de charge lorsqu'il invoque Raiden, ce qui est fidèle au matériel d'origine.
Malheureusement, c'est toujours aussi peu efficace, car il suffit à Baran de dégainer son arme pour absorber la puissance de l'attaque. Il réplique alors avec une de ses plus puissantes techniques, le Giga Break. Comme nous l'avons déjà précisé, les sorts de type Dane sont une exclusivité des héros des jeux Dragon Quest. Mais ici c'est justifié justement avec le lien familial entre les deux chevaliers du dragon. Baran étant l'élu des dieux, il aurait pu lui-même être le héros de sa propre aventure. Le Giga Break est évidemment un passage que beaucoup de fans attendaient. Les effets de foudre créés par le Giga Dane sont très bien rendus et lorsque Baran charge, et on peut bien ressentir la puissance qui s'en dégage. Ce Giga Break version 2021 est donc très bien retranscrit et l'animation est au top, c'est sans aucun doute du super boulot. Toutefois, la planche de base n'a pas été reprise ici, avec son plan plus éloigné, ça aurait pu permettre de mieux apprécier l'effet de l'attaque qui faisait non seulement exploser Dai, mais aussi carrément le sol. De plus, l'effet sur Dai ne semble pas être aussi dévastateur que dans le manga. En effet, dans celui-ci, Dai se faisait littéralement maltraiter alors qu'il en perdait conscience ainsi que ses pupilles. La différence de niveau est évidemment palpable, mais tout de même éloignée de ce que l'œuvre d'origine avait pu retranscrire. Ce passage avait été particulièrement bien retranscrit dans l'ancienne adaptation, avec un excellent travail de mise en scène. Et tant qu'on y est, sur l'ancienne adaptation, qui veut regarder Adlar à ce moment-là? Décidément, ils ne peuvent vraiment pas se piffrer. Crocodile arrive alors à ce moment-là pour prêter main forte à l'équipe, qui vient tout de même de perdre sa carte maîtresse. Le roi des carnassiers ne fait pas pour autant le fier et tremble même devant Baran, sachant sa mort inéluctable face à ce terrible adversaire. C'est ici que s'arrêtait l'épisode 44 de l'ancienne adaptation avec un Harmonicell qui donnait vraiment envie de voir la suite. Ce passage reprend les mauvaises habitudes de cette nouvelle adaptation, à savoir un rythme endiablé qui ne laisse pas vraiment le temps de monter en tension et de créer une ambiance lourde. Bien que l'équipe ait laissé à Crocodile le temps de réaliser sa longue logorée sur Dai et sa capacité à changer les gens, il aurait été du plus bel effet de laisser un moment de flottement et de silence avant de passer à l'action. A noter que dans le manga, Baran insinue que la traîtrise de Crocodile et Yunkel est due au manque de charisme de Adlar. Bien qu'ici son nom soit prononcé, Baran ne se contente que de mentionner sa décadence. Lorsque Crocodile parle de Dai comme du soleil du groupe, les nuages se dissipent et rappellent à Baran des souvenirs. Une mystérieuse Soala dont nous pouvons voir les traits dans le ciel, reprenant un signe des planches du manga. Dans l'ancienne adaptation, un flashback nous en disait plus, mais nous n'en dirons pas davantage ici bien évidemment. Les plans sur Baran sont réussis, toutefois ils ne reprennent pas une des caractéristiques du manga, à savoir la disparition de ses pupilles, comme pour souligner sa colère. Bref, le chevalier du dragon met alors un gros coup de pression à Crocodile en se transformant en Super Saiyan Blue. Ah, mince. Pardon, il fait appel à une aura bleue qui entoure son corps. Le roi des carnassiers s'élance sur lui et lui assène un terrible coup de hache qui est détruite par l'aura autour de Baran. À cet effet, l'animation et les effets de lumière sont somptueux. Dans le manga, la planche nous présentait le visage de Baran à ce moment-là, et là encore ses pupilles n'étaient pas présentes, donnant naissance à un sentiment d'oppression et de toute puissance incroyable. On apprend ainsi que cette protection s'avère être le plus puissant atout du chevalier dragon, le Doragonic Aura, appelé aussi l'aura draconique en français, qui les rend quasiment invulnérables. L'épisode s'arrête tandis que Crocodile est violemment repoussé par Baran. L'effet de l'attaque semble avoir été largement censuré, mais par précaution, nous n'en parlerons que lors de notre prochaine review. Quel suspense! Cet épisode nous a offert d'excellents moments avec des animations soignées et des dessins réussis. Il s'agit donc d'une très bonne production de la part de l'équipe. Les combats commencent à devenir plus intenses et la série vient réellement de débuter. Ceci étant dit, nous sommes restés un peu sur notre faim sur plusieurs éléments, à l'image de l'avance trash de Dai qui n'est pas réellement très fidèle, ainsi qu'au Giga Break qui manque d'impact malgré le fait qu'il soit magnifique. Le rythme imposé à l'épisode ne permet pas non plus de créer une ambiance de peur et de tension à la hauteur du matériel d'origine. Malgré tout, cela devrait largement contenter les nouveaux venus et nous n'avons pas boudé notre plaisir pour autant. Musicalement, la série ne cesse de nous surprendre positivement. Les nouvelles compositions sont vraiment de bonne facture et permettent d'accompagner avec brio les scènes les plus marquantes. Le prochain épisode signera donc la fin de nos comparaisons avec l'ancien animé. Nous allons bientôt découvrir une nouvelle grande aventure et nous avons hâte de vivre cela avec vous. Cette 24e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs qui sont en lien dans la description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine!